Bonjour à tous, bienvenue, merci de votre présence, bienvenue à tous pour cette conversation en compagnie d'Adriaan van Dis. Bonjour à vous et merci beaucoup de votre présence, en compagnie également de Latifa Labsir. Bienvenue à vous Latifa, merci d'être là, et en compagnie d'Aïcha qui sera l'interprète de Latifa pendant cette conversation. Adriaan, qui est le plus français des écrivains néerlandais, va parler en français. Marianne est là dans la salle au cas où il y ait une petite hésitation sur la langue, mais il nous fait le plaisir de parler en français et je vous en remercie, cher Adriaan. On va évidemment parler de nouveau de ce commencement, de ce comment ça commence, en s'arrêtant sur les textes que vous avez donnés dans le recueil. Je vais dire évidemment un petit mot de présentation de l'un et de l'autre. D'abord avec vous, Adriaan, auteur de très nombreux livres depuis la parution de ce premier texte qui s'intitule Nathan Sind. On y reviendra puisqu'il est évoqué dans le texte que vous avez donné, c'était au début des années 80. 10 ans après ce texte-là est venu un roman qui s'intitule Les Dunes coloniales, et un roman dans lequel vous évoquez précisément les relations coloniales des Pays-Bas avec l'Indonésie, qui est quelque chose qui est très marquant dans votre parcours, qui est au cœur de ce texte et qui est aussi à l'œuvre dans vos livres. Et puis vous avez bien sûr publié d'autres livres, je pense à Fichue famille, on parlera du Promeneur, puisque c'est un livre très parisien et qui donne à voir aussi la ville de Paris d'une certaine manière. Et puis on parlera aussi de ce roman publié chez Actes Sud, traduit par Daniel Cunin, qui s'intitule Tête à craque, cette fois-ci autour de l'Afrique du Sud, avec toujours un travail sur, je dirais, les différentes strates de la société, les inégalités à l'œuvre dans les sociétés diverses et variées que vous avez pu rencontrer, et des romans qui mettent en jeu cette question du regard aussi porté sur ces inégalités. Quelque chose que l'on retrouve d'ailleurs aussi dans les livres de Latifa. Vous avez, publié beaucoup de nouvelles, et on s'arrêtera bien sûr sur ce genre-là. Votre premier recueil s'intitule Juste un désir, et c'est d'ailleurs le texte que vous avez donné pour ce recueil s'intitule également comme ça. Donc on reviendra à la fois à ce désir d'écriture et à ce qui est en même temps un désir et une peur, mais on va bien sûr en reparler ensemble. Vous avez ensuite publié un certain nombre de recueils de nouvelles, notamment Crainte indéfinie, Étreinte, qu'on retrouve notamment dans ce recueil de nouvelles choisies qui s'intitule Rose bleue, et sur lequel on reviendra bien sûr pendant cette conversation. Peut-être avant d'entendre un petit extrait du texte, avant que vous lisiez d'abord le texte, une petite question d'introduction sur cette idée du commencement. Dans ce texte-là, vous avez une phrase qui, moi, m'a interpellé et qui est peut-être une phrase qui peut nous servir de support pour réfléchir au commencement, précisément. Vous écrivez au tout début du texte « Je me suis rendu compte que quelque chose dans ma vie quotidienne n'était pas de tout repos ». Peut-être est-ce une manière d'entrer dans l'idée de la littérature, de la manière dont vous avez choisi d'entrer en écriture finalement. Merci, bonsoir. J'aimerais bien parler en arabe parce que je me sens à l'aise dans cette langue. Merci. Merci, Monsieur Nicole. حينما بدأت الكتابة بدأت كشاعرة في البداية. كنت طفلة صغيرة تعيش في وسط عائلي عادي جدا، وأبي كان معلما، وفي بيتنا كانت مكتبة كبيرة جدا، وكانت في تلك المكتبة العديد من الأعمال، أمهات الأعمال الأدبية، مثل ألف ليلة وليلة لميلي نوي، كليلة ودمنة، العقد الفريد للأصفهاني، العديد من الأعمال التي طبعت طفولتي. ولكنني في تلك الفترة وأنا أقرأ هذه الأعمال قرأتها في عمر مبكر جدا، وكنت أشعر دائما بأنني في حاجة إلى شيء ما. كانت تلك الحاجة هي أنني أريد أن أوجد على سطح هذا العالم بشكل آخر مختلف. ولذلك كانت طفولتي طفولة يعتريها الكثير من الخوف. لماذا؟ لأننا في تربيتنا التقليدية كنا نخاف دوما ونحن نجابه العالم كأطفال، وكانت لدي مصادر قلقة جدا تجاه فكرة الموت، لأنني نشأت مع هذه الفكرة. كان دائما لدي رعب من الموت، وكانت أمي وهي تحاول تهدئتنا في الليل وفي النوم
تغني لنا أغنية ما زلت أتذكرها جدا عن سيدة تدعى رحمة. رحمة تسميها أمي ملاك صغير، un ange gardien. أتذكر دائما تلك الأغنية وهي تغني للا رحمة جاية للا رحمة جاية. كنت دائما أشعر بأن هذا الملاك لا يمكن أن يكون ملاكا للرحمة. وفيما بعد كتبت عن هذا الملاك، كتبت عنه قصة قصيرة بعنوان ملاك لا يحبني، un ange qui ne m'aime pas، لأنه دائما كانت لدي تلك الفكرة أن ملاك الرحمة ليس ملاك للرحمة وإنما ملاك للموت. Bah, tu vas traduire même la chanson en la chantant. Alors, quand j'ai commencé l'écriture, j'ai commencé comme une petite poétresse, une jeune poétresse. Mon père était instituteur. On avait une grande bibliothèque à la maison. Dans cette bibliothèque se trouvaient plusieurs références, telles Les Mille et une nuits. Plusieurs œuvres ont baigné au fait mon enfance. Quand j'ai lu ces œuvres, j'ai ressenti un certain besoin, de me retrouver, d'être présente dans ce monde, de pouvoir y laisser une empreinte. Dans cette enfance, j'avais peur surtout de la mort, et cette peur m'a marquée. Ma mère, justement, avant de m'endormir, ou bien pour m'obliger à dormir rapidement, me chantait cette chanson. Je vais la rechanter en rythme. Lalla rahma arrive, lalla rahma arrive. Alors, je sentais que... Alors déjà, ma mère lui donnait le nom d'ange, mais moi, je me posais toujours cette question, si c'est un ange, pourquoi est-ce qu'il va venir pour me faire peur? Un ange, normalement, est là pour nous garder, et non pas pour nous faire peur. Et c'est pour cela que j'ai écrit une histoire sous le titre d'un ange qui ne m'aime pas, pour essayer de répondre à ces questions. Alors, on va tout de suite écouter un petit morceau de ce texte. Je vais vous laisser lire cet extrait du texte en arabe, et puis ensuite on aura la lecture en français et on y revient. Excusez-moi parce que j'ai pas mes lunettes, alors... Est-ce que vous voulez le livre? Non, le livre, ah oui. قرأت عملي مرة أخرى وكأنني أقرأه للمرة الأولى. كان هناك إحساس بالزهو أولاً، ربما لأنني كتبت عملاً متخيلاً بشخوص لا أعرفهم، وكان إحساس ثان يستحوذ علي بين الفينة والأخرى، هو أنني كاتبة امرأة في مجتمع عربي قد يقف على بعض النصوص التي فيها قدر كاف من الجرأة، مثل نص الكية والمعطف والبارميتا. ووددت لو استطعت أن ألم كل هذه الشخصيات وأقبرها بداخلي حتى لا يراها الآخرون. ثم سألت نفسي مرات عديدة، هل كنت في حاجة إلى كل هذه الجرأة كي أعبر عن المعنى؟ هل كانت الجرأة مطلوبة في العمل، أم أنني كنت أود أن أتحرر من عقال أسريتي كأنني من عهود سحيقة؟ شكرا. Merci Latifa. Je vais demander tout de suite à Christine de lire cet extrait en français. La crainte de l'autre comme femme. J'ai relu mon œuvre comme pour la première fois. De prime abord, un sentiment de fierté, vraisemblablement d'avoir produit un travail d'imagination à partir d'êtres à moi étrangers. Ensuite, par à-coup me visitait cette idée d'être une écrivaine dans une société arabe qui se dresse devant tout texte un tant soit peu audacieux comme le manteau ou la barmède. Toutes ces créatures de mon imagination, j'aurais voulu les tirer à moi et les mettre à l'abri du regard des autres. Je me suis posé la question, était-il nécessaire de faire preuve de tant d'audace pour délivrer le sens? Cette intrépidité était-elle vraiment indispensable? Ou alors, en réalité, ce à quoi j'aspirais, n'était-ce pas de me libérer de ce carcan qui me tenait captive comme femme depuis des temps immémoriaux?
Merci Christine. Peut-être tout de suite une question sur cette notion-là. Au fil du texte, vous évoquez la manière dont vous passez à l'écriture, la manière dont il y a un premier cap qui est l'éditeur, un deuxième cap qui est le lecteur. Et vous expliquez dans ce texte qu'il y a toujours une sorte de peur à livrer les textes, ou en tout cas à se donner au regard des autres, à la lecture des autres. Et finalement, on entend aussi dans l'extrait qu'on vient de lire que c'est peut-être une peur qui est liée au fait d'être un écrivain dans cette société-là, et peut-être particulièrement d'être une écrivaine. Peut-être vous pouvez nous dire plus qu'un mot de cela, évidemment. Oui, أفكر دائما أننا نكتب انطلاقا من ضمير متكلم يحيل على الذات الأنثوية في مجتمعات عربية. لماذا؟ لأن حينما قمت بنشر هذا العمل في لحظة متأخرة من الزمن، لأنني كنت أكتب سابقا ولكنني لم أجرؤ على النشر، بل إنني كنت أكتب بنوع من الاستعارات أكثر من الحديث عن الأنا داخل الشخوص. ففيما قبل كنت أنجز نصوصا نثرية وكانت الشخوص غائبة تماما عن يدي، ولكن فيما بعد بدأت أشعر أن الشخصية هي معي، الشخصية في جيبي، يمكن أن أستخرجها وأرى ملامحها التي تتشكل من القلق الذي بداخلي أنا كأنثى داخل مجتمعات عربية. وحينما قمت بنشر أول عمل كان لدي إحساس بأنني أتعرى أمام مجتمع عربي، وكنت أخشى من ذلك، إذ أنني لدي العديد من النصوص داخل هذه الأعمال التي تتحدث عن الشذوذ الجنسي مثلا، أو تتحدث عن علاقة الأنثى بجسدها داخل مجتمعات تحرم الكثير من الأشياء على المرأة. ولذلك كان لدي الخوف من القارئ، ليس القارئ الضمني داخل العمل ولكنه القارئ الفعلي. كان لدي خوف من القارئ الفعلي الذي هو خارج العمل الأدبي. طبعا داخل Peut-être faire une petite pause pour Aïcha, vous reprendrez. Alors, avant d'écrire, je réfléchissais toujours. Pour moi, quand on écrit, on se base sur un moi féminin qui représente la société. Avant de publier cet ouvrage, j'avais peur justement de publier. Avant, je mettais en place les personnages qui sont avec un moi, mais c'est comme si je n'avais pas les outils nécessaires pour justement faire face à ce moi. À un certain moment, je me suis rendu compte que j'avais tout ce qu'il fallait justement pour pouvoir le représenter, que j'étais une femme et qu'il ne fallait pas que j'aie peur, il faut juste que j'ai confiance en moi et que je puisse faire ce qu'il faut faire. J'avais peur de me mettre à nu devant une société arabe. J'avais peur aussi du lecteur. Quelle image aurait-il de moi en me lisant? Les sujets comme l'homosexualité ou bien la relation qu'a la femme avec son corps, ce sont des sujets qui me faisaient peur. Peut-être encore une chose avant de me tourner vers Adriane. Vous évoquez ce texte-là, Juste un désir, et avec une sorte de pirouette et de l'humour finalement, vous dites qu'au final, si ça s'arrête à juste un désir, il ne sera pas question de sexualité. Y a aussi de l'humour par rapport à ça, à la fois une forme de trouille et en même temps une forme de panache malgré tout, et la volonté de s'inscrire avec force dans vraiment les thématiques que vous avez envie d'aborder. نعم، هي بالعربية وبالفرنسية. بالفرنسية نجد جوست ان ديزير، جوست هي رغبة من التخفيف من حدة الرغبة. أما رغبة فقط هي تخفيف لكلمة رغبة، كأن نوع من عدم المصارحة بالواقع. طبعا نحن حين نكتب نحن نؤمن بأن الإبداع هو العديد من الرغبات النائمة بداخل كل إنسان، وكأننا حين نكتب كمبدعين ليس كأنثى فقط، نحن نكتب من إرث ملتبس حدث قبل ولادتنا.
نحن نتاج ذلك الإرث الملتبس للسلالات العائلية التي أنتجتنا. السلالات العائلية التي أنتجتنا هي التي أنتجت لنا إرثا ثقيلا بالداخل. نشعر بأن ذلك الإرث نحن نكتب من خلاله. هناك العديد من الأشياء حدثت قبل الولادة. ربما أشير إلى لوحة الخلق لخلق آدم لمايكل أنجلو، وهذه اللوحة تظهر دائما ذلك الانجذاب للإنسان تجاه الإله ورغبته في إمساك بأصابعه، تلك الأصابع التي تعاني من الخوف من الإمساك، وهو خوف حدث ما قبل الولادة، قبل أرض الولادة. Alors, juste un désir, déjà le titre diminue le sens du mot désir parce qu'il y a le juste avant le mot désir. Quand on écrit, la créativité est avant tout une façon de parler ou bien de faire sortir les désirs endormis. Les désirs endormis. Nous sommes, avant d'écrire de notre vécu, nous écrivons aussi notre héritage familial qui est là avant nous, avant notre naissance même. Je peux donner l'exemple du tableau de la création d'Adam, qui représente justement de Michel-Ange, qui représente cette peur dont je veux parler, les doigts qui sont tendus vers le Créateur. Donc voilà, c'est ça. Avec angoisse. Voilà, angoisse, peur.